l'édition. Conférence internationale sur l'émergence. Les chefs d'État africains ont présenté hier leur vision de l'émergence. Ils ont décidé de prendre leur destin en main pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, deuxième jour, près d'une dizaine de panels prévus. Aujourd'hui également, c'est la journée mondiale de l'allaitement. C'est l'occasion de rappeler aux femmes et aux hommes les bienfaits de l'allaitement en termes de santé pour le nourrisson. À l'étranger, la procédure du Brexit enclenchée ce mercredi initie 2 ans de négociations, 2 ans pour définir une nouvelle relation et revoir les milliers de tests qui lient le Royaume-Uni à l'Union européenne depuis 44 ans. Bonjour, bonjour à tous. On commence par ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, ouverte hier par le président Alassane Ouattara. Une conférence qui a réuni 3 chefs d'État africains au Sofitel Hôtel Ivoire, Alpha Condé de la Guinée, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et Macky Sall du Sénégal. Ce qu'il faut retenir de leur discours, c'est que l'Afrique a décidé de prendre son destin en main. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs panels, près d'une dizaine de panels, sont prévus ce mercredi, deuxième jour. Parmi les thèmes qui seront abordés aujourd'hui, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de l'émergence. Vous aurez le journal de l'émergence avec Alvorassa depuis le Sofitel Hôtel Ivoire au cours de cette édition. Mais en attendant, hier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les responsables d'une entreprise chinoise. Le groupe est spécialisé dans la conception et la production de projets dans le secteur de l'énergie. C'est d'ailleurs cette entreprise qui construit le barrage de Soubré. Les échanges donc avec le Premier ministre ont porté sur plusieurs projets. Écoutons le chef de délégation du groupe chinois. Tout d'abord, on a rendu compte au Premier ministre pour l'avancement de l'installation de notre siège social de Power China Afrique centrale et de l'Ouest à Abidjan. Et deuxièmement, nous avons aussi rendu compte au Premier ministre pour l'avancement de notre projet hydroélectrique de Soubri. Le projet de Soubri sera anticipé de 8 mois et le mois prochain, il y aura la mise en fonction du premier groupe. Et on a vraiment remercié au Premier ministre pour l'assistance du gouvernement ivoirien dans la coopération entre notre groupe Power China et le gouvernement. Dans l'actualité judiciaire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo acquittée. Elle a été reconnue non coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, mais reste tout de même en prison. Puisqu'il y a 2 ans, devant la cour d'assises à Abidjan, elle avait été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Un peu plus de 8 heures de délibération et le verdict tombe. Simone Yves Gbagbo, l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, est déclarée non coupable des faits qui lui sont reprochés, à savoir crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Alors que le réquisitoire du procureur général Ali Yeo laissait présager une condamnation à perpétuité, le juge Kwadjo Bokwi a annoncé l'acquittement. À compter de ce verdict, les parties ont 60 jours pour introduire un pourvoi contre ces décisions. Il s'agit d'un jury populaire, de personnes qui ne sont pas spécialistes du droit. Donc, ce qui leur est demandé, c'est l'intime conviction qu'ils ont quant à ce qui est reproché à l'accusé. Le sentiment et l'émotion ont parlé, ils ont estimé qu'elle n'était pas coupable de ces 2 infractions. Peut-être ont-ils voulu aussi donner un signal fort aux politiques pour la réconciliation, se disant peut-être que c'était la manière la plus rapide de faire parvenir à la réconciliation. L'épouse de Laurent Gbagbo reste tout de même derrière les barreaux. Condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État en mars 2015, elle doit purger le reste de sa peine.
Dans l'actualité, ce mercredi, l'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement exclusif au sein durant les 6 premiers mois de la vie du bébé. Pas facile pour une jeune maman aujourd'hui. Comment prendre le temps d'allaiter? Quels sont les freins? Quels sont les bienfaits de l'allaitement? Comment surmonter les difficultés? C'est un élément de 2 minutes 42 proposé par Astou Touré. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement exclusif au sein durant les 6 premiers mois de la vie du nourrisson. Mais cela n'est pas facile pour les mamans d'aujourd'hui. Contraintes professionnelles, insuffisance de lait et la crainte de voir le sein s'affaisser sont autant de raisons avancées par les femmes. Je fais un allaitement mixte, c'est-à-dire il y a le lait et le biberon, je monte ça à la servante à la maison et je viens au travail. Ou soit je peux presser aussi le lait même maternel dans le biberon. Je ne veux pas que mes seins tombent, je ne veux pas que mes seins se fanent, donc je ne veux pas allaiter mon enfant. J'envisage d'être mannequin, donc je ne veux pas allaiter mon enfant. L'allaitement mixte expose généralement le nourrisson aux infections gastro-intestinales et à d'autres maladies conduisant souvent à des cas de décès. Il est bien connu que les enfants qui sont nourris au sein font moins d'allergies alimentaires, sont mieux protégés contre certaines infections gastro-intestinales, ORL ou respiratoires telles que les bronchiolites. En plus, c'est un aliment qui est très bien digéré de par sa composition, ce qui le rend un peu irremplaçable. Le lait idéal créé par Dieu, rien ne peut le remplacer. Ne serait-ce que les 3-4 premiers mois de vie avant de commencer une alimentation diversifiée, essayer de donner cet aliment idéal qui leur permet d'assurer une bonne croissance, de bonnes défenses et une relation mère-enfant qui reste forte. L'allaitement maternel a des avantages aussi bien pour l'enfant que pour la mère. Il contient des anticorps qui protègent les enfants de maladies courantes telles que la diarrhée et la pneumonie. Il les aide à rester en bonne santé une fois adulte. D'abord, l'enfant a plus de chances d'avoir une bonne santé et comme on le dit, d'être beaucoup intelligent. Mais moi, je préfère allaiter mon enfant que les biberons, peut-être en second plan. Lorsque l'allaitement est exclusif, il atténue le risque de cancer de sein et de l'ovaire à un âge avancé chez la femme. Aussi, l'allaitement maternel diminue le risque de transmission du VIH. Une mère séropositive a moins de chances de transmettre le VIH à son enfant si elle prend un traitement antirétroviral en même temps qu'elle allaite, selon l'OMS. La Journée internationale de l'allaitement, qui se tient tous les 29 mars, est une occasion de médiatiser sur le sujet, surtout de rappeler aux femmes et aussi aux hommes les bienfaits de l'allaitement en termes de santé pour le nourrisson. On s'intéresse maintenant à la 2e édition de la Journée des ambassades. L'objectif est de participer efficacement à l'intégration africaine, un moment qui a permis à différentes communautés de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire de s'exprimer à travers leur culture. Il y a eu aussi un panel sur l'importance de la cohésion au sein des communautés de la CEDEAO. On fait le point avec Éric Goré. La communauté de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire a l'honneur à l'occasion de la Journée des ambassades. Réunis au sein du ministère des Affaires étrangères, ils affichent leur adhésion à l'entente à l'union et à la paix. L'initiative est de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire. L'événement participe à rendre plus solides les liens entre les pays membres de la CEDEAO. Le père fondateur de l'organisation même avait voulu que cette jeune chambre-là soit à la base pour pouvoir créer un changement positif à travers le monde et conduire les peuples vers l'accomplissement d'une paix durable. Et donc en réunissant ces peuples-là autour de cet esprit festif-là, il fallait justement égayer les esprits, permettre aux uns et aux autres de se découvrir tout cela dans la gaieté et dans la joie. Cette journée des ambassades est à sa 2e édition et déjà elle a la caution de la diplomatie africaine. Nous sommes en route vers la CEDEAO des peuples. La CEDEAO n'est plus l'affaire des seuls États. C'est aussi une affaire des peuples et ce défilé confirme que les peuples, les communautés sont conscientes de ce que c'est leur affaire. Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, Sénégalais, Nigériens, Togolais, Ghanéens, entre autres, n'ont pas voulu rater cet événement. La journée des ambassades a aussi été une occasion pour ces différentes communautés de donner des informations sur la richesse de leur pays.
Cette journée a pris fin par un panel. Et pour créer un climat de paix sur les campus, le Centre régional des œuvres universitaires organise une rencontre chaque début d'année académique avec les étudiants de Bouaké. Cette année, la rencontre a porté sur les innovations pour améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants. Léon Bro. Critères et conditions d'admission et de réadmission en résidence universitaire, santé et restauration en milieu universitaire. Des questions abordées par le Centre régional des œuvres universitaires, en abrégé CROU, et les étudiants de Bouaké. Pour la directrice, le patrimoine de l'établissement se chiffre à 3 cités pour 2700 lits, pour lesquels 721 postulants ont déjà déposé leur dossier physique sur 1721 inscrits en ligne. Marie-Thérèse Brou promet la transparence via l'informatisation des services de logement et en appelle à la mobilisation des étudiants. Dans aucun pays au monde, on ne peut loger tous les étudiants. Mais pour le moment, il y a la place pour ceux qui font les demandes. Les innovations 2017 portent sur le Restocad pour filtrer l'accès aux services de restauration, le démarrage effectif de la couverture maladie universelle pour étudiants, l'extension à ceux-ci des demandes de bourse hors Côte d'Ivoire. Pour les critères d'accès, c'est le critère d'excellence. Il faut être excellent, pour les nouveaux, il faut avoir la mention assez bien. Il y a également le critère d'âge. Des dispositions saluées par les étudiants. Le cours offre beaucoup d'opportunités aux étudiants et nous sommes vraiment contents. Nous ne pouvons pas attendre plus. Cette rencontre, occasion pour le CROU d'expliquer ses missions et les innovations pour des services de qualité aux étudiants, marque la rentrée solennelle de l'établissement. Il a vocation d'aider à la création d'un climat de paix en milieu universitaire. L'élaboration de l'agenda 21 local du projet Grand Bassam Ville durable permettra de concevoir la ville du futur à travers la création d'emplois et de richesses. Pour ce faire, un comité de développement durable a été installé, un projet qui s'inscrit dans le cadre des engagements pris par la Côte d'Ivoire à la COP21. Reportage Grace Kando. Le comité de développement durable de la commune de Grand Bassam aura pour mission, entre autres, de proposer des pistes pour la recherche de financement auprès des partenaires. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de l'agenda 21 local dans la perspective d'atteindre les objectifs de développement durable. L'acte que nous allons poser permettra à la commune de Grand Bassam non seulement de se conformer à la législation nationale en matière de développement durable, mais également de poser les bases d'un développement qui va favoriser l'épanouissement de la population. Chaque collectivité territoriale doit avoir un agenda 21 local, c'est-à-dire un plan stratégique de développement local, durable. Dans les 20 ans qui viennent, avec plusieurs activités, plusieurs projets, près de 200 projets, 92 projets prioritaires, il faut pour ce plan-là qu'on ait donc une structure qui puisse en faire le suivi. La priorité du gouvernement, s'approprier la culture de gouvernance axée sur le développement durable. La loi d'orientation pour le développement durable et le décret subséquent recommandent l'agenda 21 et le comité de développement durable comme moyen privilégié pour la promotion des principes de développement durable au sein des organisations et de la société. Un comportement nouveau, compatible avec les objectifs de développement durable, c'est le vœu du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Et développement local, la commune de Kong se donne les moyens pour accélérer son développement. Pour l'année 2017, plus de 400 millions de francs CFA seront investis dans la réalisation de plusieurs infrastructures. Bonne nouvelle donnée par le maire de Kong, Birahi Matene Ouattara, au cours de la première session du conseil municipal. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. Un nouveau marché de plus de 200 places. Une gare routière moderne, une retenue d'eau, le reprofilage et l'ouverture des rues. Tels sont les projets prioritaires de l'année 2017 de la commune de Kong. La réalisation de ces importants projets
pour le développement de Kong mobilise une enveloppe de plus de 400 millions de francs. Toutes ces infrastructures pour donner à la ville historique un nouveau visage. La nouvelle de la mise en œuvre de ce plan de développement de Kong a été annoncée par le premier magistrat de la commune. Il y a un budget d'investissement assez important, mais cela s'explique aisément. Je l'ai toujours dit, Kong est une commune qui a besoin d'infrastructures et il est normal que nous puissions donc mettre l'accent sur un budget d'investissement assez important. Au cours de ce premier conseil municipal au titre de l'année 2017, il a été également question du bilan de l'année écoulée, bilan jugé positif par l'ensemble des conseillers municipaux et par la population. Concernant la pénurie d'eau en saison sèche, le maire a indiqué que des efforts sont faits pour augmenter la capacité du barrage existant. Des actions saluées par la population. Ça peut apporter dans un premier temps le vrai développement et l'épanouissement des uns et des autres. Pour encourager la construction de Kong, le conseil municipal a fait dire que de nouveaux lotissements sont en cours. On va se rendre maintenant dans une sous-préfecture de Goïtafla, dans le département de Zieunula. Il s'agit de Zralo. Dans cette sous-préfecture, la lèpre continue de faire des victimes. Les populations sont sensibilisées sur le dépistage. Quand la maladie est diagnostiquée tôt, elle se guérit. Honorine Aingori. À Zralio, sous-préfecture de Goïtafla, département de Zieunula. Il a été question d'éradiquer la lèpre par la sensibilisation au dépistage précoce. Les populations ont été également invitées par le corps médical à ne pas marginaliser les malades de la lèpre, mais à leur apporter de l'affection et à les encourager à fréquenter les hôpitaux. La représentante du président du conseil régional de la Maraoué a salué le personnel médical pour le travail abattu. Le président du conseil régional me charge de vous accompagner en vous remettant quelques présents pour les malades afin d'atténuer un tant soit peu leur souffrance. La cérémonie a pris fin par des remises de dons de vivres, de vêtements et des enveloppes aux malades de la lèpre. Et dans le domaine de la culture, cette conférence internationale sur la valorisation économique du patrimoine immatériel en Côte d'Ivoire, des universitaires venus de la France et de plusieurs pays africains se sont retrouvés pour réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour valoriser le patrimoine immatériel et la diversité culturelle en Afrique, nous dit Serge Koulia. 2 tables rondes ont marqué cette rencontre scientifique internationale autour du thème central, la valorisation économique du patrimoine immatériel en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en France. Experts ivoiriens, sénégalais, français et camerounais se sont d'abord penchés sur le sous-thème « Valorisation économique du patrimoine immatériel des collectivités publiques ». Le deuxième sujet abordé a mis l'accent sur la valorisation économique des savoirs traditionnels en matière biologique et culturelle. Ce panel a été présidé par le professeur Paul Anokwasi de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, également enseignant à l'Institut universitaire d'Abidjan. La preuve a été rapportée que c'est un secteur qui est largement producteur de richesses et créateur de valeur. Donc il est important de faire en sorte que ce patrimoine immatériel soit traité avec diligence et l'importance. De l'avis des panélistes, l'Afrique doit créer des richesses à partir de son patrimoine immatériel. C'est pourquoi il est important de mutualiser les compétences. Nous avons montré dans notre communication que le patrimoine immatériel, articulé entre tous les éléments, peut s'intégrer dans un tourisme économique, dans un tourisme culturel de grand intérêt. Au nom du gouvernement, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a encouragé les initiateurs de ce cadre de réflexion. Un cadre qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, a-t-elle indiqué. La ministre a également souligné que la recherche scientifique et technologique constitue la voie royale pour résoudre les problèmes socio-économiques et culturels en Côte d'Ivoire.
À l'étranger, Theresa May signe sa lettre de rupture avec l'Union européenne ce mercredi. Elle dispose de 2 ans pour parvenir à un accord de sortir du bloc européen. Après 44 ans d'histoire commune, la procédure de divorce entre le Royaume-Uni et les 27 pays européens est enclenchée. L'actualité en Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est la conférence internationale sur l'émergence qui s'est ouverte hier. Aujourd'hui, 2e jour, une dizaine de panels au programme pour réfléchir sur l'émergence de l'Afrique. Pour avoir les premières informations, retrouvons Alvor Assa depuis le Sofitel Hôtel Ivoire pour le journal spécial Émergence. Bonjour Delphine Gla, bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au 2e jour de la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est ouverte hier mardi ici à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire pour échanger sur les bonnes pratiques visant à conduire le développement du continent africain et c'était en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. La jeunesse africaine est également de la partie, c'est elle qui doit assurer la relève. Parlons de la participation de cette jeunesse à cette conférence internationale avec notre reporter Kwasi Mamadou. La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique a ouvert ses portes depuis ce mardi 28 mars 2017 en présence de plusieurs chefs d'État et d'éminents spécialistes en économie et en développement durable. À côté de ces experts, une autre frange de la population, les jeunes. Ils sont venus de plusieurs pays pour participer à ce forum international, car pour eux, l'avenir du continent doit se conjuguer avec la jeunesse africaine. Une place importante n'a pas été donnée à la jeunesse. Il a fallu que certains intervenants, certains participants arrivent à souligner cela avant que les panélistes eux-mêmes essaient d'envisager la possibilité. Je pense que le tout début d'une chose, d'une émergence, qui doit se pérenniser, doit partir de la jeunesse. Il faudra que la jeunesse soit impliquée dans le processus de l'émergence. Favoriser l'industrialisation, favoriser l'environnement en Afrique et aider les populations, si vous voulez, à acquérir une certaine croissance. Nous avons tout en Afrique. Tout, je dis tout parce que nous pouvons réussir sur notre continent. Nous n'avons pas besoin de se déplacer, d'aller en Europe, d'accord, pour entreprendre là-bas. C'est vraiment important pour nous, d'abord jeunes, africains, de pouvoir être la relève de demain et d'avoir dès maintenant les bases sur l'émergence de l'Afrique. Si les jeunes apprécient bien la qualité des interventions, ils dénoncent par ailleurs leur non prise en compte dans la liste des panélistes. Ils souhaitent plus de plages d'intervention pour présenter leurs attentes. Nous sommes la génération de demain, nous représentons les lits de demain et en écoutant ces personnalités-là, on accumule ce stock de connaissances et de capital humain qui nous permettra de s'appuyer sur ce stock-là pour y arriver à long terme. Au cours de ce rendez-vous sur la mise en place de politiques d'émergence du continent africain, la question de l'emploi des jeunes occupe une place importante. Outre les jeunes, les participants à cette conférence internationale sur l'émergence du continent africain étaient nombreux. Nous avons pu recueillir les avis de quelques-uns. Nous les écoutons. L'émergence, c'est toujours chercher l'excellence dans le bien-être des populations. Pour que chacun, quand il se lève chaque jour, qu'il ne se pose pas des problèmes de qu'est-ce que demain sera, parce qu'il y a des opportunités. Et ça demande un certain nombre de conditions. Tout commence par les responsables. Quelle vision ils ont, comment ils associent les gens à la vision de la société qu'ils veulent, mais comment eux-mêmes sont un exemple, comment ils mettent en place un certain nombre de systèmes qui permettent qu'ils transforment les gens, qu'ils leur donnent confiance. On s'aperçoit aujourd'hui que l'enjeu est celui de la jeunesse et celui de lui offrir non seulement une formation, mais un avenir. Et ces éléments-là sont la condition en fait de l'émergence. Et je pense que c'est ces questions qu'il va falloir approfondir. On parle d'industrie, on parle d'électricité. Il faut ça. En même temps, moi je trouve qu'il faut de la formation et un avenir pour les jeunes. L'émergence est un processus. L'émergence est un refus de reculer. L'émergence, ce sont des possibilités que nous nous donnons tous pour avancer et faire en sorte que nous puissions avoir un développement durable dans nos différents pays. Les pays, de manière systématique, disposent de plans d'émergence qui sont très bien formulés, très bien articulés, stratégiques et tout. Mais malheureusement, le grand défi qui est le nôtre,
c'est la planification et la mise en œuvre de ces plans d'émergence. Et donc, ce qui a été rappelé tout à l'heure par le ministre rwandais des Finances, qui insiste sur le fait que s'ils ont pu avancer, c'est que l'accent a été mis sur la mise en œuvre de leur plan d'émergence, mais également sur la redevabilité, parce qu'en fait, ils rendent compte. Ils ont des contrats de performance au niveau local, mais qui remontent jusqu'à la présidence. Donc tous les ministres ont des contrats de performance avec le président Kagame et ils rendent compte, n'est-ce pas, de façon systématique par rapport à leurs performances. Et que ceux qui ne sont pas en mesure de rendre compte par rapport à leurs acquis, ma foi, des mesures sont prises les concernant. Notre invitée est Mme Rosine Sori Koulibaly, elle est ministre de l'économie, des finances et du développement du Burkina Faso, n'est-ce pas madame? Tout à fait. Tout à fait. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. L'émergence, les pays africains veulent émerger. L'émergence doit être adaptée aux réalités du pays, de chaque pays. Donc, et ne pas faire du copier-coller et surtout faire en sorte d'investir dans la résilience des institutions. Et c'est important. Tout à fait, c'est important. Et je voudrais d'abord vous remercier et de m'avoir invité pour pouvoir partager en fait quelques idées. Je crois que cette conférence était vraiment la bienvenue. J'avais eu l'occasion déjà de participer à la première édition qui a été lancée en 2015. Effectivement, au niveau du Burkina Faso, nous pensons que la question des institutions doit être au cœur des priorités nationales. Et le Burkina a élaboré son plan national de développement économique et social sur la période 2016-2020. Et à notre niveau, le premier axe, sur les 3 axes fondamentaux, le premier axe concerne en réalité la gouvernance. Parce que nous pensons que c'est la condition sine qua non pour avancer. Je vais revenir là-dessus. Le deuxième axe de notre plan national de développement économique et social, c'est le capital humain. C'est ressorti ici. C'est des hommes et des femmes qui vont porter le développement du pays, qui doivent être effectivement partie prenante du développement. C'est pour cela d'ailleurs que notre plan il a été élaboré de façon vraiment participative et inclusive. Mais nous avons aussi le troisième axe qui est celui des secteurs porteurs de croissance. Parce qu'on s'est rendu compte en réalité, et ça ce sont les études qui l'ont montré, que lorsque vous n'atteignez pas de façon soutenue un taux de croissance du produit intérieur brut de 7% par an, vous n'êtes pas capable d'inverser la situation de pauvreté. C'est pour cela que dans certains pays, vous avez atteint des niveaux de croissance élevés, mais qui cheminent avec la pauvreté. Donc cela veut dire que c'est un aspect très important. Maintenant, pour revenir à votre question sur la résilience des institutions, je crois qu'il faut se féliciter de ce que le Burkina Faso, qui a connu 2 années de crise successives, crise politique et sociale, crise sécuritaire, ce pays, par exemple, qui avait déjà atteint des taux de croissance avant 2013, atteignant les 6%, en 2014 et 2015, compte tenu justement de la crise sociopolitique, ce niveau a baissé à 4%. Et c'est pour cela qu'au niveau du plan national de développement économique et social, la question de la résilience des institutions, la question de la gouvernance est ressortie comme un élément important. Et je suis heureuse de vous annoncer que en 2016 seulement, compte tenu justement de ce que nous avons pu asseoir au niveau des institutions, nous nous sommes rendus compte que nous avons rattrapé le retard, nous avons fait preuve de résilience et cette année, nous allons, en tout cas 2016, nous allons terminer cette année avec un taux de croissance s'approchant de 6%. Donc cela veut dire qu'en 1 an, nous avons pu effectivement montrer que l'économie était résiliente. Comment? La question politique. La question politique, il faudrait asseoir effectivement des institutions politiques qui promeuvent le dialogue. Je crois que le dialogue social est important pour qu'on ne retombe pas dans la crise que nous avons connue au niveau de notre pays. Quand on parle d'institutions, étant ministre de l'économie, des finances et du développement, mais bien sûr, il faut parler aussi des institutions de développement. On se rend compte dans certains pays, malheureusement, que les réformes ne sont pas menées à fond, de sorte que après un mandat présidentiel, tout tombe. Donc il faut s'assurer effectivement que cela se passe dans la... Et le pays demeure. Voilà, le pays demeure. Et c'est pour cela que nous avons, au niveau de la gouvernance, pris en charge un certain nombre de réformes fortes. Par exemple, je peux vous donner quelques exemples. Rapidement. Au niveau, par exemple, du budget. Un budget doit être aligné sur les priorités nationales. Donc à partir du plan national de développement économique et social, qui est d'ailleurs un plan dont la budgétisation est axée sur les résultats. Il ne s'agit pas de dire nous vous affectons telle ressource dans tel secteur, mais les ressources doivent servir à quoi? Donc la question effectivement de la réduction des coûts, de la résilience des institutions est très importante. Il y a la question, je crois que c'est important que je puisse parler de quelques réformes quand même. Très rapidement. Au niveau de la commande publique, nous avons aussi
entrepris un certain nombre de mesures qui nous permettent de nous assurer de la transparence, de la lutte contre la corruption, qui nous permettent de relever les taux, parce que les seuils au niveau des marchés publics, et qui nous permettent aussi de professionnaliser la fonction. Donc, je crois que ce sont un certain nombre d'aspects qui sont importants, qui nous amènent cette année justement à nous rendre compte que les délais qui pouvaient dépasser certaines fois 3 mois, à partir du lancement de la commande jusqu'à la contractualisation, que ces délais ont été ramenés au Burkina Faso en moins d'1 mois. Justement, vous avez parlé là de bonne gouvernance au niveau de plusieurs pays africains. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a l'autorité de régulation des marchés publics. Ça existe au Burkina, au Sénégal, au Togo, au Bénin. Alors ces institutions-là doivent avoir, ces structures doivent avoir des pouvoirs, doivent être vraiment indépendants pour pouvoir contrôler, comme on appelle, la prestation au niveau des marchés publics. Mais c'est le cas. Oui. C'est le cas au Burkina Faso. Nous avons effectivement l'autorité en charge de la régulation de la commande publique et elle est capable de dire que le processus a été transparent, ou elle est capable aussi de dire qu'il faut reprendre. Et récemment au Burkina Faso, justement, nous avons remis en cause un certain nombre de marchés publics parce que l'autorité avait attiré l'attention que les choses ont été annulées et nous devons effectivement relancer le processus. Bon, en tout cas, des gens n'ont pas eu la même chance, c'est ce qu'on peut dire. Mais justement, au niveau de la commande publique et des réformes au niveau budgétaire, nous avons justement une réforme importante qui est normalement adoptée au niveau de l'UEMOA, mais tous les pays ne l'ont pas encore expérimenté. Le Burkina Faso est le premier pays dans cette réforme de budget-programme qui fait que nous avons un budget pluriannuel, mais qui fait qu'au niveau du budget, nous avons le système d'ordonnateurs multiples. Ce n'est pas seulement le ministre des Finances qui est l'ordinateur du budget de l'État, mais tous les ministres sectoriels sont responsables de l'exécution de leur budget. Notre rôle, c'est de les accompagner et nous avons mis en place un certain nombre de mesures d'accompagnement. Il y a ce qu'on appelle les unités de vérification qui constituent en fait un point d'entrée unique. Lorsque il y a un système de passation de marché au niveau d'un ministère sectoriel, cette unité de vérification peut dire la commande peut aller que c'est bon, le niveau du paiement. J'ai dit depuis l'initiation de la commande jusqu'au paiement, ça se fait au niveau du ministère sectoriel. Je crois que ça c'est quand même une réforme très forte. Mais le paiement se fait régulièrement? Bien sûr, ça se fait. Nous, au niveau du Burkina, on n'a pas de problème à ce niveau. Le suivi et évaluation des décisions prises lors de ces conférences, dont celle-ci par exemple, alors quel est le rôle de la société civile et le rôle des experts pour le suivi après les décisions prises? Il faudrait que les experts puissent suivre et que la société civile puisse également contrôler l'évolution justement de l'émergence dont on parle. Mais avant, excusez-moi, avant nous allons suivre, nous avons notre reporter Alexis Ouedraogo qui est dans l'une des salles. Nous allons la retrouver si Alexis est prête. Alexis, bonjour. Bonjour Alvor, depuis dimanche, Abidjan s'affiche comme la capitale de l'émergence. Après le forum et l'ouverture hier de la conférence, ce matin, ambiance assez studieuse ici à l'Hôtel Ivoire, où 4 sessions ont ouvert leurs portes et s'interrogent sur la planification, mise en œuvre et suivi évaluation de l'émergence, conditions de mise en œuvre des plans d'émergence, planification et financement des infrastructures pour l'émergence et enfin, émergence et urbanisation, rôle des infrastructures. Autant de sujets aussi pertinents les uns que les autres. On l'a entendu justement lors du panel sur la planification. Les États africains sur le papier disposent de plans stratégiques clairement définis. Le problème réside, lui, dans l'application sur le terrain puisqu'il est confronté au manque de rigueur, au manque de redevabilité ou encore au manque de transparence. Une situation qui empêche les populations de jouir des bénéfices que pourraient apporter si correctement appliquées étaient ces politiques. Les panels entendent donc trouver des solutions concrètes et pragmatiques à déployer sur le terrain pour que les populations soient les grandes gagnantes de ces différentes politiques. Ici à l'Hôtel Ivoire, ces panels devraient refermer leurs portes sous le coup de 17 h. Merci Alexis Ouedraogo que nous allons retrouver certainement demain. Merci à vous, Madame Koulibaly. Oui, merci beaucoup. J'aimerais peut-être dire un petit mot sur le suivi et évaluation en suivant effectivement le point qui a été fait. Juste une phrase. C'est d'abord de dire, comme je vous ai dit, que notre plan est un plan axé résultat. Par exemple, on veut multiplier par 3 la capacité en matière d'énergie, d'installation d'infrastructures énergétiques au niveau du pays. On veut multiplier par 2 le taux de transformation de la production agricole. On veut multiplier par 2 le linéaire de routes bitumées au Burkina Faso. Donc nous avons la situation de départ
En 2015, quelle est la situation? En 2020, qu'est-ce que nous voulons atteindre? Et chaque ministre est obligé de rendre compte parce qu'il y a un secrétariat permanent de suivi du plan national de développement économique et social qui est au niveau du Premier ministre lui-même. Donc c'est quand même un ancrage politique fort pour montrer que le suivi est évaluation et il est participatif. Cela est suivi aussi par les populations. C'est suivi parce que dans le dispositif de suivi qui est mis en place, on a des acteurs au niveau central, la société civile, le secteur privé et même les acteurs au niveau régional. Voilà, et cela suivi par les populations. Merci beaucoup, madame. Alors, pour cet après-midi, il y aura plusieurs sessions très intéressantes. Alors, les thèmes, les transformations structurelles, inclusives et durables, l'industrialisation des économies africaines et la création d'emplois. Ce sera avec vous, madame Rosine Sori Koulibaly, ministre de l'économie du Burkina Faso comme modérateur. On aura le rôle de l'économie numérique dans le processus d'émergence. Alors, notre ministre de la communication et de l'économie numérique, Bruno Koné, interviendra au nom de la Côte d'Ivoire avec d'autres panélistes, bien sûr. Il y aura d'autres sujets sur le développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et enfin une session sur le développement du capital humain. Ce sera tout pour cette journée. Retrouvez toutes les vidéos de la conférence de l'émergence sur l'application RTI mobile anglais émergence. Merci de nous avoir suivis. À demain. À vous, Delphine Blas. Merci Alvor, c'était le journal consacré à la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence. Ce soir, nos reporters déployés à l'Hôtel Ivoire reviendront largement sur le deuxième jour dédié au panel. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure.